Une vie, une œuvre, Unique Azurne, par Catherine Pont-Imbert. Ce chiffre prend à ses yeux une très haute signification. L'image du 9 est pour elle celle d'une personne debout qui tourne les yeux vers la gauche, dans une direction d'où, elle ne sait pas pourquoi, paraît toujours venir l'imprévu. Quand le 9 rencontre le 9, elle les fait se tourner l'un vers l'autre jusqu'à ce que, sous le coup d'un mutuel saisissement, leurs fronts s'appuient l'un sur l'autre, tandis qu'en bas, leurs pieds déjà se soudent. Ensemble, ils forment alors un cœur. Elle procède de la même façon avec 2 6 et elle voit l'as de pique. Elle dessine de nouveau un 9, prolonge vers le bas sa courbe douce et ajoute au pied la boucle du 6. L'image du 8, l'éternité tout debout, apparaît. Cela lui rappelle un sablier. Le 9, elle le consacre chiffre de la vie. Le 6, chiffre de la mort. Et les deux sont contenus, image cachée, dans l'image du 8. Elle dérange, mais elle attire. Voilà. Elle est une artiste, tout simplement. Voilà. Et avec quelque chose de spécial qui est Unique Azurne, pas uniquement parce que son nom c'est Unica, mais parce que son destin, qui est un destin tragique, son partage entre l'écriture, la peinture et le dessin, et puis aussi sa folie. Donc ça lui a donné une trajectoire aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie artistique, qui est non seulement exemplaire, mais incomparable. Ah bah le voilà, tiens. Regardez, vous pouvez le lire avant. C'est le poème de Michaud. Ah, c'est vous qui avez retranscrit. Cahiers de blanches étendues intouchées, lac où les désespérés, mieux que les autres, peuvent s'étendre à l'écart et revivre. Alors voici le petit dessin qu'elle avait donné justement aux infirmiers, aux infirmières et aux jeunes médecins du service. Là, il y a marqué le docteur Med Rabin, là, Unique Azurne, pour changer contre 5 cigarettes avec un cœur, 1961, et un soleil. Une dernière fois, je regardais par la fenêtre, là-bas, où un jour, j'avais vu par le trou de la serrure de cette pièce les yeux de mon ennemi. Unique Azurne est double. La femme qui regarde est celle qui est regardée. Ces dessins sont d'une telle densité qu'ils peuvent susciter le désarroi ou la fascination. Des figures, des yeux, des bouches s'emparent du papier, comme s'ils tentaient de répondre à l'injonction surréaliste, restituer les ondulations les plus imperceptibles du flux de la pensée. Sur la feuille, des rhizomes semblent bouger, onduler, frissonner, puis un bestiaire fantastique surgit. Des monstres, parfois séduisants, des insectes, des serpents ailés. Unique Azurne invente des créatures magiques. Dans ses textes, L'homme jasmin ou bien encore Sombre printemps, elle relate ses propres expériences à la 3e personne. Elle parle d'elle comme si elle se regardait vivre depuis un miroir. Dans la lignée de Gérard de Nerval ou d'Antonin Artaud, Unique Azurne a joué sa vie dans une aventure qui l'a conduite aux limites de l'expérience humaine.
Jeu de langage, avec les anagrammes auxquels elle se livrait avec passion, jeu à deux avec son compagnon, Hans Bellmer, jeu libre et consenti, car Unique Azurne n'était ni Olympia, la poupée mécanique des contes d'Hoffmann, ni la poupée désarticulée créée par Hans Bellmer en 1934, même si elle lui a sans doute succédé dans l'imaginaire érotique de Bellmer. Forte et fragile à la fois, elle a mélangé dans la tension d'une langue secrète vie et fantasme, biographie et imaginaire. 8 ou 9 volumes d'anagrammes, des poèmes, des récits, des dessins à l'encre, l'œuvre d'Unique Azurne est unique, dérangeante, émouvante. Et pas seulement parce que nous connaissons l'issue tragique de sa vie. En 1959, Ruth Henry rencontre Unique Azurne à la Galerie Cordier à Paris. Elles ont toutes les deux quitté l'Allemagne pour vivre en France. Ruth Henry est séduite par l'expression concentrée de cette femme au visage attirant, au sourire éclatant. Elles deviennent amies. Lorsqu'en 1965, Unique Azurne achève le manuscrit de l'Homme Jasmin, c'est à Ruth Henry qu'elle le confiera. On peut trouver un tas de mots, un tas de clés, mais en vérité, est-ce qu'on sait? Non. Je pense, au-delà d'une vie de femme qu'elle a menée, en guillemets, normalement, qu'elle a aimé ses enfants, son mari, elle aimait beaucoup son premier mari, mais elle ne supportait pas d'être trompée. C'est la raison pourquoi elle l'a quitté. Elle attendait quoi? Après ça, elle attendait une vie peut-être pure. Elle aimait beaucoup la distance de tout. Et en vérité, toute approche et toute vie avec d'autres était vouée à l'échec, je crains. Et c'est quelqu'un qui avait une chimère d'enfance en soi qui était plus important que le reste. Et je pense qu'elle cherchait toujours la même image qu'elle a eue très petite, très jeune, tout en sachant qu'elle ne trouvera jamais. Son père est le premier homme dont elle fait la connaissance. Une voix profonde, des sourcils en broussailles, bien dessinés, au-dessus d'yeux noirs et rieurs. Une moustache qui la pique quand il l'embrasse. Un parfum de cigarette, de cuir et d'eau de Cologne. Ses bottines craquent, sa voix est sombre et chaude. Sa tendresse est à la fois violente et comique. Il s'amuse avec la petite chose couchée dans le berceau. Elle l'aime depuis le premier jour. Il est rentré de la guerre quand elle est née. La première impression qu'il lui a faite est profonde et inoubliable. Elle le préfère aux femmes qui l'entourent habituellement. Son parfum, ses mains longues et musclées, sa voix grave. Bientôt, en grandissant, elle remarque avec une douloureuse surprise qu'il n'est presque jamais à la maison. Elle se languit de lui. Il se fait rare, et qui se fait rare est d'autant plus regretté. L'enfance d'Unique Azurne, Jean-François Rabin, a été marquée par des épisodes très, très douloureux. Elle en fait témoignage d'ailleurs dans Sombre printemps. Il suffit de mentionner l'absence du père dont elle souffre profondément, une maison d'enfance qu'elle adore qui est vendue aux enchères, un divorce de ses parents. Enfin, je pourrais énumérer plusieurs épisodes, mais qui peut-être permettent d'éclairer ce destin assez terrible.
Alors, c'est vrai que vous parliez donc d'une absence du père, mais ce père en même temps est très présent dans la pensée et dans l'œuvre d'Unica. Il revient d'ailleurs de façon, au fond, on pourrait presque dire délirante, en tout cas à travers les figures de l'homme jasmin, de HM, HB. En fait, ce qui est frappant quand on lit les textes donc, et les deux romans de Unica Azurn, L'homme jasmin et Sombre printemps, c'est l'opposition qui existe entre une figure maternelle, je dis bien une figure parce que au fond ce sont des imagos, ce sont des représentations psychiques qui témoignent d'un trouble de l'organisation psychique telle qu'elle s'est construite depuis le début de la vie. Unica parle par exemple dans Sombre printemps de la violence sexuelle de son frère. Elle parle surtout longuement de la sexualité déboussolée en quelque sorte ou rendue folle de sa mère lorsqu'elle la représente sous forme d'une femme qui se précipite sur elle, la bouche ouverte comme pour la dévorer et qui tire une langue phallique qui cherche à s'enfoncer dans sa bouche, où on a là la représentation d'une mère intrusive, comme souvent justement on peut l'écouter ou le voir dans le discours de la psychose, d'une mère archaïque comme on dit, qui représente au fond la désorganisation psychique, la désorganisation mentale, avant que les mouvements plus édipiens puissent construire et attirer en quelque sorte la vie psychique vers une construction plus raisonnable, on va dire. Donc il y a cette vision de la mère, cette représentation de la mère excitée et sexuellement excitée, qui utilise le corps d'Unica comme un objet sexuel et contre laquelle elle a à se défendre. Et on pourrait dire, et on en parlera sans doute tout à l'heure, qu'au fond son travail avec l'anagramme est un mode de défense contre une excitation sexuelle qui toujours peut la déborder, compte tenu de ses représentations et de ses imagos internes désorganisantes. Il est certain que le père, là au contraire, vient comme un pacificateur, vient organiser cette détresse primaire, en quelque sorte, d'Unica, lorsqu'il la prend dans ses bras, alors que les représentations de la mère sont plutôt des représentations d'une femme sans bras, justement, viennent en quelque sorte réparer ce qu'on appellerait aujourd'hui les troubles du holding, c'est-à-dire les troubles de la toute première enfance, celle où la mère tient le bébé dans ses bras et l'aide à se constituer comme une entité organisée. Un dimanche où l'on fait la grasse matinée, elle va se fourrer dans le lit de sa mère et est effrayée de ce grand corps épais qui a déjà perdu sa beauté. La femme insatisfaite saute sur la petite fille, la bouche ouverte, humide, d'où sort une langue frétillante, nue, longue comme l'objet que son frère cache dans son pantalon. Épouvantée, elle se précipite hors du lit et se sent profondément mortifiée. Une aversion insurmontable pour la mère, pour la femme, s'éveille en elle. C'est-à-dire que la mère a une langue qui déjà, là aussi, se confond avec le sexe du frère, le sexe de ce frère qu'il lui fera connaître un peu plus tard. Donc la langue phallique de la mère est là comme une intrusion, une pénétration de l'enfant qui se sent l'objet de la sexualité maternelle et d'une sexualité excitée de la mère. L'aversion que Unica Azurn ressent vis-à-vis de sa mère, Jean-François Rabin, est très spectaculaire. Je crois que c'est dans L'homme jasmin, ouais. Elle parle d'une mère araignée. Est-ce que l'on peut considérer que le remariage de sa mère avec un dignitaire du Troisième Reich a pu là aussi contribuer au trouble d'Unica Azurn? Oui. Vous avez sûrement raison, parce que, évidemment, le monde de son enfance est un monde terrifiant. C'est le monde de l'époque du nazisme, c'est l'époque de la guerre, surtout, de la destruction de Berlin. Elle a vécu tout cela, et quel enfant ne pourrait pas être, et quel adulte aussi, mais enfin, quel être ne pourrait pas en être resté marqué, traumatisé, écrasé peut-être. Mais c'est plutôt la toute première enfance, moi, qui me semble la chose la plus importante pour elle. Quoi qu'elle ait dit, et j'aimerais bien le lire en allemand, elle a dit plusieurs choses qui est absolument magnifique. Elle dit, par exemple, « Mon enfance, c'est le bonheur de ma vie », une enfance entourée avec des objets, des parents, un certain bonheur. « Mein Kindheit ist das Glück meines Lebens ».
Mon enfance est le bonheur de ma vie. Et on a l'impression que, effectivement, quelque chose là aurait pu être heureux, qui serait resté dans cette formulation. Et ce qui va un peu ensuite dans le sens de votre remarque, c'est quand même la suite, parce qu'elle écrit ensuite « Mein Jungen ist das Unglück meines Lebens ». Ma jeunesse est le malheur de ma vie. Sa jeunesse est le malheur de sa vie, si son enfance est le bonheur de sa vie. Et puis aussi, une phrase plus romantique, mais qui anime sans doute toute l'œuvre, c'est « La mort et le désir passionné de ma vie, der Tod et die Sehnsucht meines Lebens ». Sehnsucht, le désir passionné de ma vie. La mort et le désir passionné de sa vie. Et toute sa vie, elle était traversée par cette mort incomblable en quelque sorte qui l'anime. Elle aussi, elle était de la génération des criminels, non? Alors avec cela, chaque Allemand vit comme il peut jusqu'à sa tombe. Ruth Henry. Ça a dû être valable pour elle aussi. Berlin, la question Berlin, c'était sa ville. Elle était tendrement attachée, elle avait une merveilleuse enfance, malgré les ombres, dans le Grunewald. Et elle avait aussi ses souffrances, n'est-ce pas, cette vie sous les bombes et cette guerre. Et comme elle raconte à d'autres endroits dans des lettres, etc., elle avait certaines amies qui étaient victimes de la manière la plus cruelle de l'époque nazie. Et donc elle a vécu tous les stades. Berlin partagé, après qu'elle a vécu, elle, avant de partir. Ça avait déjà commencé. Enfin, quand elle est retournée à Berlin, c'était partagé. Parce qu'elle est retournée une ou deux fois, très peu. Et c'était évidemment une grande douleur. C'est une belle image de vouloir accoucher d'une ville si douloureuse. Elle est bouleversée de revoir sa ville après une longue absence. Comme si elle sentait à présent seulement combien elle aime la ville de son enfance. Elle sait, cette ville est partagée en deux. Situation inquiétante pour une ville. Et elle décide secrètement de la faire renaître dans sa parfaite unité. Et c'est elle qui va enfanter cette ville. Ce désir devient si excessif qu'elle éprouve les douleurs de l'enfantement, les mêmes symptômes qu'à la naissance de ses enfants. Elle ne sait pas comment il est possible de se sentir enceinte d'une ville tout entière. Mais depuis quelques jours, elle a vécu des événements tellement incroyables que ce nouvel état lui paraît presque naturel. Oui, donc il commençait à écrire pour gagner sa vie, short stories, comme nous appelions ça en Allemagne après la guerre. Non, c'était un peu la mode. C'est les Américains qui ont amené ça. Et pratiquement chaque quotidien d'un certain format en Allemagne avait au moins une fois par semaine une short story, une brève nouvelle, enfin une histoire sur sa page de culture. Et Unica a systématiquement gagné sa vie chichement, comme ça, pendant quelques années, pendant qu'elle vivait avec des amis artistes, un homme peintre. Et c'est là qu'elle a commencé à écrire, enfin intensement, et elle a découvert que c'était sa profession, mais également, un peu plus tard, elle a commencé à dessiner. N'oublions pas, elle avait un double talent. Et donc, c'était pas dit, et ça l'avait pas effleuré à ce moment-là d'écrire sur elle-même. Ce qui est en jeu dans l'œuvre de Unica Zurn, c'est justement qu'elle met tout en crise. Martine Lussardi. Elle met en crise la perception du monde, elle met en crise le monde lui-même, c'est-à-dire ce monde réel auquel on est attaché. Elle met en crise cette perception du monde que l'on a sensorielle. Elle, c'est totalement différent.
le je, c'est-à-dire que je est au centre du monde. Et pour elle, je n'existe pas. Dans ses livres, elle parle de elle. Elle parle à la troisième personne, et c'est pas un effet de style, c'est une mise à distance. Elle est à l'extérieur de ce monde-là. Et quand on le lit, évidemment, on a du mal avec ça, parce qu'on sent qu'elle a une perception de ce monde-là, qu'elle révèle un monde qui nous est à nous étranger. Et elle nous fait vivre après coup ce que elle vit dans l'écriture et dans le dessin. C'est une sorte de déconstruction du monde, de la personnalité, du corps, de tout. Elle déconstruit tout. Et en le déconstruisant, elle arrive vers des zones de l'individu en profondeur où tout d'un coup on sent que c'est de plus en plus dangereux, c'est de plus en plus profond, de plus en plus noir, de plus en plus déstructuré, et qu'on peut approcher presque ces zones archaïques, presque, on va dire, informes. Et là, on fait quoi ? Il y a une force en elle, une force centrifuge qui a tout rassemblé et qui a permis de reconstruire et de donner cette œuvre-là. Le sentiment que l'on a est très paradoxal, comme son œuvre, parce qu'elle fait peur, elle attire, et on peut vouloir maintenir à distance parce qu'on peut ne pas vouloir l'accompagner là où elle nous emmène. Carte postale en date du 25/9/1964. Paris, 399. Notre-Dame, les bouquinistes. Monsieur, Docteur G. Ferdière, 3 rue du Dôme, Paris 16e. Expéditeur, Unicazurne, Hôtel Joly, 29 rue Jacob, Paris 6e. Cher Docteur Ferdière, encore un jour, ça n'arrête jamais, un jour après l'autre. Mais il fait beau et demain, je viens vous voir avec belle-mère. Aujourd'hui, je vais commencer avec mon texte. Si j'ai des hallucinations, je vous téléphonais, mais à Paris, on est toujours en société. Alors, pas danger. Unica. Unicazurne a un destin tragique, Jean-François Rabin, un destin tragique parce qu'il est lié à la folie. En réalité, elle a vécu très tôt ce qu'elle appelle elle-même des crises. D'un point de vue plus médical, quel était le diagnostic qui était mis sur l'état mental d'Unicazurne ? Oui, c'est une question qui a été discutée par les psychiatres depuis déjà longtemps. Mais vous savez, les diagnostics ont subi des évolutions. On ne parle plus aujourd'hui de la psychiatrie comme on en parlait il y a 40 ans à peu près. Je pense qu'il y a 40 ans, on aurait parlé de schizophrénie, ou tout du moins d'épisodes délirants, car elle a fait des épisodes délirants avec des mécanismes, comme on disait à l'époque, hallucinatoires. Il n'y a qu'à lire L'homme Jasmin pour s'en convaincre, puisqu'elle parle de façon magnifique des hallucinations, des visions, des représentations, pas seulement des représentations oniriques qu'elle décrit, mais aussi de ces représentations hallucinatoires. Je pense par exemple à cet ange qui traverse son corps avec ses grandes ailes qui l'enveloppent, comme dans des bras comme ça qui viennent la porter vers un ailleurs, comme ça, qui est celui de son délire. De grandes formes, pareilles à des ailes, planent vers elle, s'ouvrent et se ferment, d'abord quelques-unes seulement, jusqu'à ce que lentement la chambre s'en emplisse et qu'elle éprouve l'impression de se trouver en présence d'apparitions qui n'ont rien à voir avec ce monde. Jamais personne de sa connaissance ne lui a parlé de semblables phénomènes. Ces êtres, elle ne peut leur donner d'autres noms, montrent leur intention manifeste et angoissante de l'encercler. Il en émane quelque chose de désagrégeant, de destructeur, et elle retrouve la peur oubliée de son enfance devant l'horrible et l'inexplicable. Quand ses ailes, gris-noires, sans oiseaux, resserrent leur vol autour d'elle, elle les fait, prise d'une peur soudaine, reculer d'un geste de la main. Elles cèdent pour un moment et se retirent au fond de la chambre sombre. Mais elles reviennent bientôt. Et peu à peu, elles s'habituent à ces présences singulières. Jusqu'à ce qu'elles remarquent que ces ailes sont immatérielles,
et qu'elle traverse dans leur vol son corps, comme si elle-même était devenue incorporelle. Cela l'enchante et l'épouvante tout à la fois. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, les psychiatres parlent de psychose dysthymique. Une infirmière vient la chercher. Elle est belle et douce comme un ange. Elle lui pose le bras autour des épaules et la conduit à la salle de bain. Elle doit se laisser baigner par les infirmières. On lui lave la tête et on la fait monter sur une bascule. Elle pèse 85 livres et sa maigreur étonne. On l'exhorte à manger beaucoup, sinon elle ne guérira jamais. On la conduit dans un grand dortoir où tout est très calme et on la met au lit. On lui apporte aussitôt le premier médicament contre la folie, un gobelet contenant un liquide très amer qui lui produit dans le corps des grondements étranges et métalliques, comme si quelqu'un frappait sur un énorme gong. Elle-même écrit, je crois que c'est dans L'Homme Jasmin, cette phrase assez troublante où elle dit, Martine Nussard dit que si on lui avait dit qu'il fallait devenir folle pour accéder aux états d'hallucination qu'elle connaît, elle aurait accepté la folie. Oui, elle aurait accepté la folie. Et même son médecin, à un moment, lui demande si elle pense qu'elle va guérir, et elle dit non. Et elle dit, le médecin dit, est-ce que vous pensez, et nous on entend, est-ce que vous voulez ? Et c'est vrai qu'elle a le choix, si elle avait le choix entre la souffrance et cette fertilité créatrice, le choix est difficile. C'est comme si c'était un choix. Et en même temps, c'est terrible de poser les questions en termes comme ça de dualité. C'est comme si on avait le choix. Il n'y a pas un choix, elle vit les deux en même temps. Et c'est ça qui est en même temps riche, dense, fantastique et tragique dans son œuvre et dans son destin, c'est que elle vit les deux. C'est en termes aussi de dualité, mais elle arrive à contenir les deux. Elle souffre, mais en même temps elle crée. Elle crée et elle oublie la souffrance. Et toute son œuvre est pleine de ce paradoxe et de cette possibilité de contenir quand même les deux. Et je ne pense pas qu'elle crée quand elle est en période de crise. D'ailleurs, les dessins faits à Sainte-Anne sont des dessins assez pauvres par rapport à tout le reste. Ils ont un intérêt parce qu'on sait que c'est unicasure, mais on enlèverait le mot unicasure. Je pense que il faut avoir l'honnêteté de dire que personne ne s'intéresserait à ces dessins de cette façon-là. Donc c'est plutôt quand elle est en période de rémission, quand elle va très bien, qu'elle crée. Donc il y a quand même une différence entre il ne faut pas confondre la pathologie et la folie créatrice. La pathologie du côté de la souffrance physique, puis de cette impossibilité à vivre dans le monde réel avec les autres. Mais la folie créatrice est autre chose. On l'a tous peut-être en soi, mais on le refoule parce que c'est en dehors des normes. Et que la norme, on est bien obligé de s'y soumettre pour vivre ensemble. Et une des leçons que j'ai retenues d'Unique Azurne, c'est justement ce rapport avec la norme. Elle casse les normes, mais il n'y a aucune notion de bien et de mal. La norme n'a rien à voir avec la morale. La norme a à voir avec l'esthétique, plutôt, mais pas avec la morale. On ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal. Et de casser les normes, elle va pas du côté de la moralité ou du côté elle se situe ailleurs. Il y a certains de ses écrits qui ressemblent aux écrits de Michaud. Seulement Michaud, lui, il l'a fait de façon artificielle et elle a eu accès à ça de façon tout à fait naturelle. Ces hallucinations, elle n'a pas eu besoin de prendre de drogue. Au contraire, je pense que quand elle prenait des médicaments, il n'y avait plus d'hallucinations du tout. Et elle le disait avec beaucoup d'humour, j'ai plus cette phrase en tête, mais que justement, quand elle prenait les médicaments, il n'y avait plus rien. C'était la stérilisation de son imagination et de ses visions. C'est très triste aussi de voir, c'est l'effet contraire de ce que l'on pense. Au contraire, les médicaments, ça tue tout. Et
Donc elle, naturellement, elle avait ses hallucinations, ses visions, et ses dessins, ses anagrammes, c'est la matérialisation de ces visions-là. Je me souviens très bien qu'Henri Michaud était venu la voir donc à l'hôpital Sainte-Anne, où elle avait été internée alors en 1961. Et sur ce petit cahier blanc, Henri Michaud avait écrit un texte que j'ai transcrit moi-même et dont je me rappelle encore: cahier de blanches étendues intouchées, lac où les désespérés, mieux que les autres, peuvent s'étendre à l'écart et revivre. Je pense que Henri Michaud a beaucoup Ruth Henry. participé parce qu'il est allé la voir à cette époque-là, à Sainte-Anne. Ça tombe à cette époque-là, quand il y avait cette exposition. Et c'était la deuxième fois qu'elle était à Sainte-Anne. Et je pense que Michaud est venu déjà la première fois parce qu'il lui a apporté du papier et de l'encre de Chine et des plumes pour qu'elle continue. Michaud faisait partie de tous ces artistes que Belma, pendant 1 ou 2 ans, dont il a fait portrait. Monica en parle à un moment donné, n'est-ce pas, dans son livre. Et ça, c'était intéressant parce qu'elle a rencontré là plusieurs personnages qu'elle aimait énormément, mais qui ensuite disparaissaient de sa vie. Mais Michaud est quand même devenu un pilier dans le bâtiment de ses pensées, dans ses désirs aussi. Il prenait, c'était une image lui-même aussi, un symbole pour le fameux homme blanc. Il y a beaucoup de personnages qui sont l'homme blanc, c'est pas si simple. On peut effectivement, Martine Lussardi, évoquer Michaud quand on parle d'Unica Zurn, et pour différentes raisons, parce que probablement a-t-il reconnu en elle ce qu'il appelait les états torturants, et puis aussi parce que la figure d'Henri Michaud est présente dans l'œuvre d'Unica Zurn, dans L'Homme Jasmin notamment. On ne sait pas qui est l'homme jasmin. Ça, c'est magnifique, c'est un homme, c'est une apparition qu'elle a eue très, très, très tôt et qui porte le titre de ce livre-là. On a voulu y croire parce que l'homme jasmin, c'est aussi l'homme blanc. Or, blanc, HB, c'est Hans Bellmer, mais ça peut être aussi Michaud. Donc, c'est la figure de l'homme un peu idéal, la figure du père, la figure de... c'est bien de ne pas savoir qui c'est aussi. Mais Michaud, oui, a reconnu l'âme. Ils se sont parlé, je pense, d'âme à âme. Et elles ne racontent pas tellement leur dialogue. De toute façon, quand elles ne racontent pas, elles ne narrent rien. Dans L'Homme Jasmin aussi bien, surtout dans L'Homme Jasmin où c'est son vécu à elle, ce n'est pas du tout une histoire narrative. C'est pas un compte-rendu il y a une mise à distance. C'est très froid, c'est très vrai, mais en même temps, c'est très distancié et très froid. Donc, quand elle parle de Michaud, c'est pas avec des détails, c'est juste avec quelques allusions où on sent, parce que ça peut pas se raconter, justement, peut-être que les mots à ce moment-là masqueraient la véritable relation, la profondeur de la relation. Donc c'est juste comme ça évoqué et on sent qu'ils se sont parlé d'âme à âme. C'est beaucoup plus, le silence à ce moment-là est beaucoup plus fort que la parole et les mots. Il y a des mots qui cachent la vérité et il y a des silences qui disent la vérité. Et dans L'Homme Jasmin, justement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites de façon très, très légère, plutôt évoquée. Et c'est justement grâce à cette discrétion ou ce silence assez profond quand même, où on se rend compte justement de la profondeur de certaines relations qu'elle a eues avec c'est surtout des hommes d'ailleurs qu'elle a profondément admirés, qui l'ont subjuguée. Et même avec Bellmer, quand elle parle de sa relation avec Bellmer dans L'Homme Jasmin, il y a très très peu de détails concrets. Parle des choses très anecdotiques de la vie, lorsque ils étaient pauvres, qu'ils ramassaient des mégots de cigarettes pour se refaire des cigarettes. C'est un petit détail. Dans ce détail, tout est dit. Tout est dit de leur vie, qui était leur vie un peu de bohème, mais qu'à travers la pauvreté, ils ont été très proches.
Du hast das Spiel in der Hand. Jetzt oder nie. Du brauchst mich. Du wirst mich brauchen. Es gibt keine größere Geschichte als die von uns beiden, von Mann und Frau. Es wird eine Geschichte von Riesen sein, unsichtbaren, übertragbaren. Eine Geschichte neuer Stammeltern. On a le sentiment, Jean-François Rabin, qu'en dépit de cette attirance pour la mort et en dépit des souffrances de l'enfance, il y a chez Unica Zurn une sorte de rêve éperdu d'amour. Et c'est peut-être précisément Hans Bellmer qui a réussi à satisfaire ce rêve, à le rendre réel. Ça a été le compagnon de sa vie et un homme qui a joué un rôle considérable dans son existence. C'est tout à fait vrai, Bellmer a joué un rôle tout à fait considérable, puisque au fond il l'a incité, peut-être qu'on pourrait peut-être dire qu'il lui a permis, en quelque sorte, en tout cas c'est lui qui lui a donné l'occasion de pouvoir traduire son monde intérieur à travers ses anagrammes. C'est quand même Bellmer qui, à partir des anagrammes que lui-même avait déjà construits, avec d'autres, avec Nora Mitrani, Joël Bousquet, l'a initié, en quelque sorte, au travail de l'anagramme et du poème anagrammatique, d'une part. Et c'est lui qui l'a incité aussi à faire ses premières encres, ses premiers dessins, à l'encre de Chine ou à la plume. Donc Bellmer et leur rencontre est une rencontre évidemment fondamentale. Lorsque Hans Bellmer, qui avait déjà à cette époque bien sûr construit la poupée, Die Puppe, et qui avait été reconnu par les surréalistes français qui l'avaient édité, donc qui avait édité les fameuses photos sur le montage d'une mineure articulée dans un numéro du Minotaure, de la revue Le Minotaure, et lorsque en 1954 ou 53 plus exactement, en 1953, lorsque Bellmer rencontre à Berlin Unica Zurn, il la voit, il est saisi, c'est pour lui comme une apparition, il dit « elle est la poupée, elle est la poupée ». Hans Bellmer et Unica Zurn entretiennent une correspondance avec le fameux docteur Ferdière, médecin notamment d'Antonin Artaud. Correspondance qui rend compte de l'inquiétude de Bellmer au sujet de la santé d'Unica Zurn. Dimanche 25 octobre 64. Cher ami, merci encore pour le Jasper. Premièrement, quant à Unica, on ne peut pas parler de tout à la fois, j'ai oublié de vous demander si M. Hugues, d'accord avec Max Ernst, veut bien ne pas accepter les 160 000 francs pour la gravure en couleur. Deuxièmement, il y a évidemment quelques dangers qui menaceront la stabilité actuelle, relativement grande, d'Unica. D'abord, c'est le comportement de son compte en banque. Quant à sa solitude, elle l'accepte beaucoup plus facilement que moi. Je lui ai donné quelques conseils. Se promener dans les galeries, vernissage, etc., prendre rendez-vous avec une amie commune, etc. Mais j'avais oublié une chose essentielle. Max Ernst et Dorothea Tanning devraient avoir la gentillesse de l'inviter chez eux. La rue de Lille n'est pas loin de la rue Jacob. Peut-être pourriez-vous suggérer à M. Hugues de passer à Max Ernst un mot en ce sens. Troisièmement, la solitude chez Unica implique quand même un grand danger, l'ennui. Que l'aventure soit sentimentale ou non, elle sera cherchée, même si cela a été dans une nouvelle crise aiguë de schizophrénie. Je me permets de la citer textuellement. Ce n'est pas le malheur que je crains, c'est le bonheur qui me fait peur. Quatrièmement, quant à son premier internement à Berlin, elle me disait, sans tenir compte des affres de la douleur, de l'angoisse, de l'emprisonnement, etc., c'était la plus merveilleuse aventure de ma vie. Quand, il y a 3 ou 4 ans, à l'île de Ré, elle cessait soudain à dessiner, pour commencer, à ma terreur, à écrire cette aventure de Berlin-Wittenau, elle est allée 2 semaines après, tout droit à Paris, pour se faire interner d'office à Sainte-Anne. C'était ce qu'on appelle, je crois,
donner reviviscence à une maladie appartenant au passé. Maintenant, quelques jours après son installation rue Jacob, elle me disait « J'en ai assez de dessiner ou de peindre, je commence à écrire. » Quoi ? Réponse « Eh bien, ce que j'ai vu et vécu à La Rochelle. J'ai seulement fait une moue pour faire signe de ma désapprobation. Vous en a-t-elle parlé ? J'espère vivement qu'elle ait abandonné cette idée. En plus, elle veut écrire cela en français, ce qui supposerait le concours d'un écrivain français pour corriger ses fautes d'orthographe et de grammaire. Unica n'est pas une nature violente comme Leonora Carrington. Cette dernière a pu, je pense, se débarrasser du venin en le décrivant. Unica s'y replonge. Le dernier danger, elle me l'a écrit récemment, elle a invité ses 2 enfants de venir la voir à Paris entre Noël et le jour de l'an, à leurs frais. Quoique je ne sois plus admis chez elle comme conseiller de conscience, etc., je lui ai vivement déconseillé d'inviter les 2 à la fois. Son fils seul, oui. Essayez donc une fois de la faire parler de ses enfants tout en l'obligeant un petit peu de séparer le jugement objectif du côté affectif. Je suis heureux d'apprendre que vous voulez bien accepter une des choses d'Unica qui se trouve au point cardinal. Choisissez avec Madame Ferdière la meilleure, même au risque que Monsieur Hugues en fasse une jaunisse. Vous avez le bonheur rare de paraître à vos malades plutôt un ami qu'un surveillant, expert en psychiatrie. Je parle d'Unica et de moi-même. Veuillez bien excuser mon écriture trop petite et inquiète. Un de ces jours, je vous parlerai un petit peu de moi-même. Sincèrement à vous, belle-mère. Alors, je voudrais vous lire un passage. Alors, je voudrais vous lire un passage donc de l'anatomie de l'image de Hans Bellmer qui exprime bien cette relation comme ça intime entre le corps et le mot. Alors, donc Bellmer avait écrit dans l'anatomie de l'image cette phrase célèbre et souvent citée: le corps est comparable à une phrase qui nous inviterait à la désarticuler pour que se recompose à travers une série d'anagrammes sans fin ses contenus véritables. Le corps est donc comparable à une phrase, le corps est un anagramme, on le sait avec la manière dont Bellmer utilise la poupée, utilise le corps comme une phrase, pour le décomposer en parties et en les recomposant selon la grille du désir. Et donc, avec Unica Zurn, Bellmer va renverser cette formule. Car dans Oracle et spectacle, en 1965, qui est donc le 2e livre d'anagramme d'Unica Zurn, Bellmer écrit et reprend cette phrase et la renverse en quelque sorte. Il dit: la phrase est comparable à un corps qui nous inviterait à le désarticuler pour que se recompose à travers une série d'anagrammes sans fin ses contenus véritables. Alors on voit bien au fond le mouvement presque mimétique, presque spéculaire qu'il y a entre ce qui est de l'ordre graphique et ce qui est de l'ordre formel et ce qui est de l'ordre de l'écriture. Les anagrammes d'Unica Zurn répondent aux dessins et aux gravures de Bellmer. En raison de cet érotisme ténébreux d'Hans Bellmer, Jean-François Rabin, on a souvent évoqué au sujet du couple que formaient Bellmer et Unica Zurn, on a souvent évoqué l'image de l'homme pervers et de la femme psychotique. Oui, ça c'est une thèse qui a été développée par un certain courant féministe américain qui mettait en avant justement cette idée des femmes rendues folles par les hommes pervers, etc. Ce qui a probablement entretenu cette hypothèse, ce sont bien sûr les fameuses photographies que Hans Bellmer a pu prendre d'Unica Zurn ligotée.
Oui, que dire? C'est une question embarrassante. Je pense que Unica, comme au fond, la seule réponse, c'est la réponse par l'œuvre. Par l'œuvre. Certes, Unica ligotée, vue de loin comme cela, semble une pauvre esclave masochiste condamnée au tourment et au fantasme d'un artiste pervers. Mais voyons d'autres manières d'être ligoté et comment s'échapper de ces liens, justement, qui semblent anéantir le sujet comme ça dans une position de passivité totale. Eh bien, c'est l'anagramme. L'anagramme, c'est une façon de ligoter, de casser, de détruire le mot pour en restituer un sens nouveau, pour le reconstruire. Dans la mesure où Unica a passé sa vie, pourrait-on dire, à écrire, a passé sa vie à dessiner, dans l'ombre ou accompagnés par Belle-Mère, leurs deux œuvres se joignent, se conjoignent. Les jeux à deux n'ont pas été simplement inventés par Belle-Mère, ils sont revendiqués par Unica Zurn. Et Unica n'était pas seulement la poupée désarticulée de la marionnette, en quelque sorte, qui aurait été là sous l'empire d'un désir pervers belmérien seulement. Elle l'incarnait, elle était sa muse, elle était son inspiratrice, elle était celle qui savait traduire en mots ce que Belle-Mère, lui, faisait en images. Et c'est ça, cette double articulation entre l'image et le mot, qui fait que leur œuvre est commune, d'une certaine façon. À présent, elle sait enfin pourquoi elle vit. Parce qu'elle devait le rencontrer. Dans les heures sombres de désespoir, elle s'est souvent demandé pourquoi elle était venue sur cette terre. Elle en voulait à ses parents de l'avoir mise au monde. Ce monde qui lui semblait hostile et dur. Elle est tellement émue qu'il lui soit apparu qu'elle en mourrait volontiers sur le champ. Rien n'existe pour elle de plus grandiose et de plus excitant que la contemplation de cet étranger. Pour la première fois de sa vie, elle aime quelqu'un qui n'est pas son père. C'est le sentiment le plus grave qu'elle ait jamais éprouvé. Elle se met à trembler et ses yeux se remplissent de larmes. Ce soir, elle va pleurer dans sa chambre pendant des heures. Elle a la sensation qu'on l'étrangle, et c'est à peine si elle peut encore respirer. Certainement, ce sentiment violent va la tuer. Qui pourrait supporter l'amour sans en mourir ? Catherine Binet. J'étais allée voir Unica et Belle-Mère un jour, ayant fait le scénario, ayant co-écrit un scénario de mon premier film qui s'appelait Le Printemps. Et j'étais allée leur porter, il s'agissait d'une petite fille et d'un monsieur dans ce scénario. Et j'avais apporté ce scénario à Belle-Mère et Unica, et Belle-Mère était très content que ça parle d'une petite fille, et Unica m'a dit « mais c'est extraordinaire, moi je suis en train d'écrire et de terminer mes souvenirs d'enfance qui s'appellent Le Sombre Printemps ». Ah, mais je ne le savais pas parce que nous avions longuement parlé de choses de l'enfance, et je ne savais pas qu'elle était en train d'écrire. Unica m'avait raconté cet amour qu'elle avait eu pour un beau monsieur, un étranger qui était à la piscine, dont elle croyait, je crois, que c'était un Tchèque, enfin un étranger. Et elle m'avait dit qu'elle avait été désespérée d'être si petite et de ne pas pouvoir aimer cet homme, qu'elle avait mis son pyjama bleu et qu'elle s'était regardée dans l'armoire à glace et qu'elle s'était dit « je ne me jetterai pas par la fenêtre parce que mon pyjama va être tout sale ». Et elle s'était recouchée. Et quand j'ai lu ces pages dactylographiées, je me souviens que c'était une tasse de café, il faisait froid. Et j'ai vraiment eu... Enfin, il faisait froid, mais moi-même j'ai eu froid en le lisant et j'ai été prise aussi de joie de lire une chose aussi énorme, enfin aussi belle, aussi violente et aussi douce en même temps. Et j'ai tout de suite vu des images sur ces...
Enfin, en tout cas, sur l'impression que ces mots me procuraient à moi. Quand elle parle de cet amour d'enfant pour le maître nageur, il y a un vacillement dans cet amour naissant, qui se construit entre ce maître nageur et elle. Et ce vacillement l'emmène tout de suite vers quelque chose qui va bientôt devenir persécuteur, car elle écrit ceci: « Qui pourrait donc supporter l'amour sans en mourir ? C'est là son lourd destin d'éprouver encore enfant son premier amour. » Qui pourrait supporter l'amour sans en mourir ? C'est une phrase qui est très forte. Hein. Quand on sait que par ailleurs, Monica Zurn parlait aussi du sexe comme d'une blessure, il y a des rapprochements là qu'on peut effectivement établir entre des phrases comme celle-ci. Oui, parce que mais ça, les psychiatres et les psychanalystes ont l'habitude, au fond, de penser justement la sexualité comme quelque chose qui dépasse le génital. La blessure, c'est pas seulement la blessure de la castration, de la différence des sexes, du fait que l'on a à se reconnaître dans une totalité sexuée, homme ou femme. La blessure, c'est ce qui précède toute cette organisation. Des angoisses extrêmes, au fond, qui ont dû la submerger et qui ont empêché sa personne même de se constituer, de s'organiser. Car la blessure, justement, la blessure du sexe, elle renvoie à ces blessures profondes, à ces blessures latentes, ces abandons, ces disparitions, ces morts et ces fantasmes d'éviscération, de destruction corporelle, qui sont des fantasmes archaïques que, en général, bien sûr, l'amour, là, vient suturer. Das rauscht das Geflieder, der Schlaf ist aus, Gerede der Flasche steigt aus der Figur, heute sachter als des Geistes Rauch, da der Fels des Auges Adel erfrischt. C'est beau, ça marche en allemand. Pour traduire, c'est une autre histoire, parce que je suis en train d'essayer. On ne peut pas traduire. On peut simplement redonner, on peut essayer de redonner le sens, naturellement, le contenu, dans une forme qui correspond à la poésie que dégage l'original. Mais on renonce totalement au travail anagrammatique. Oui. Il y a beaucoup de jeux, non aussi. Et j'allais dire aussi, il y a beaucoup d'humour dans les anagrammes également, parce qu'il y a forcément, il y a aussi le jeu qui est la base de tout, parce qu'il y a une énorme concentration sur un jeu continu très compliqué. Moi, je pourrais pas, je deviendrais folle. D'ailleurs, elle disait quelquefois, c'est les anagrammes, c'est faire les anagrammes. Das Anagramm machen hat mich verrückt gemacht. Il y avait physiquement quelque chose de vrai là-dedans, parce qu'elle en faisait beaucoup dans les vacances. Quand les belles-mères allaient pas loin de La Rochelle, il y avait du soleil, il y avait une lumière intense, elle aimait la mer. Et il y avait des heures où il se concentrait sur ses travaux. Elle m'a dit une fois, je crois, j'ai exagéré là et ça m'a physiquement... je me suis surmenée d'une manière très étrange. Et pour ce qui est des anagrammes, Hans Bellmer souligne, je crois que c'est dans une correspondance au docteur Ferdière, à quel point Monica Zurn s'est tout de suite montrée extrêmement douée pour les anagrammes, peut-être en raison de ce que lui-même théorisait d'ailleurs, cette relation entre la phrase et le corps, parce qu'elle-même avait ce contact sans frontières finalement, et qu'elle a su tout de suite inventer ce langage secret. Elle était très douée, et il y a un lien entre la poupée, l'anatomie de la poupée de Bellmer et les anagrammes. Et je pense que dans la relation, ils se sont compris parce qu'ils étaient dans la même recherche. Leur relation, c'est pas seulement une relation, je veux dire, d'amour, c'est une relation esthétique. Ils se sont rejoints dans le domaine de l'esthétique. Et si on pense l'esthétique au-dessus de tout, c'est-à-dire que la vérité est là,
c'était plus grand que l'esthétique et plus grand que la morale, si c'est l'esthétique qui construit, qui régit notre monde, alors là, ils se sont trouvés, et que tout ce que l'on peut dire sur leur relation sadomaso, ça n'a aucune importance, c'est même assez vulgaire, parce que c'est une approche réductrice et vulgaire de leur relation, et que c'était un des éléments, un fragment de leur vie. Mais ils se sont retrouvés ailleurs, dans un but beaucoup plus élevé, qui est celui justement de l'esthétique, où c'est une rencontre en profondeur. Il n'y avait rien de plus important que ça. Alors évidemment, il y a aussi de la souffrance. C'est comme si une vie était dénuée de toute souffrance, puisque bien souvent ils se sont séparés et qu'elle allait vivre à l'hôtel. Mais ils étaient séparés, matériellement. Je pense que leurs âmes n'ont jamais pu se séparer parce qu'ils se sont retrouvés sur un but élevé commun. C'est presque mystique, leur relation. Et ça, à travers les anagrammes, quand on lit les anagrammes du Nicazurne, on comprend comment Belle-Mère a été éblouie et comment Belle-Mère l'a respectée en tant qu'artiste, parce que à un épisode douloureux de sa vie, une crise, elle a déchiré tous ses premiers dessins. Donc beaucoup ont été perdus, mais ceux que Belle-Mère a pu sauver, il les a recollés minutieusement. Et je trouve, c'est un geste d'amour, mais un geste d'amour vis-à-vis non seulement de la personne, mais de sa vérité. Parce que la vérité du Nicazurne était dans son art, dans ses écrits, dans ses dessins. Ils ont tous supporté l'un de l'autre. Et quand on dit un couple maudit, on peut penser à Unica et à Hans Bellmer, parce que c'était un couple maudit, mais en même temps un couple béni. Parce que maudit, c'est... Ni l'un ni l'autre n'aurait renoncé à vivre ce qu'ils vivaient ensemble. Donc c'est être béni en même temps d'avoir connu ça. Ça, c'est les anagrammes, dans une jolie réédition, parce qu'on les avait édités avant. Ça, c'est la très belle photo. André. C'en est un de 1955 qu'elle a fait à Montpellier. Im Staub dieses Lebens. C'est le titre, et c'est sur cette phrase qu'elle bâtit l'anagramme, donc le travail de l'inversion. Blass siebt ein müdes Beil im Aste des Busens. Im Besen des Laubes ist Samenblutseide, Bisse im Liebesnest des Baus. Süß nebelt im Eisbad des Ibis Blüte, Massen im Staub dieses Lebens. Dans la poussière de la vie, dans la poussière de cette vie, très pâle, une hache fatiguée, dans le branchement, l'enchevêtrement des branches de la poitrine, dans le balai des feuillages mortes, se trouve soie de sémences saignantes. Morsure dans le nid d'amour de la bâtisse. Doucement, des brouillards dans un bain de glace de l'ibis, ibis, c'est un oiseau, hein, bleuté. Des foules dans la poussière de la vie. La dernière phrase, on retrouve la phrase initiale. Alors ça, c'est une traduction brute de ce que j'ai devant moi en allemand. Alors, ça donne en allemand un poème extrêmement fascinant et ne pas dépourvu de sens, non? Comme vous voyez, une association tout à fait fascinante. La poussière de la vie est interprétée par un tas d'agressions et par des rencontres et des possibilités insoupçonnées. La poussière de la vie est vraiment... Elle est analysée et c'est uniquement obtenu par... Je dirais pas le jeu parce que c'est plutôt un travail... Parce
par le travail de l'échange des éléments de la langue. Fascinant, non? C'est un grand mystère, les anagrammes. Unica Zurn a non seulement écrit et publié deux recueils d'anagrammes, Jean-François Rabin, mais elle nous a également laissé ce texte absolument remarquable qui est L'homme jasmin. Remarquable parce que c'est une vision sur la folie vue de l'intérieur. C'est de ce point de vue-là un document assez exceptionnel. Un document exceptionnel, c'est aussi, ce n'est pas simplement une observation clinique, hein, c'est quand même un livre extraordinairement poétique. Pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, au fond, L'homme jasmin, c'est un peu le roman que Nadja aurait pu écrire face à André Breton, d'une certaine façon. Et c'est là justement où l'écriture d'Unica répond en quelque sorte au fond au fantasme de l'artiste, du séducteur, hein, de l'artiste belle-mère. Alors dans la première page de L'homme jasmin, on peut lire ceci. Une nuit, au cours de sa 6e année, un rêve l'emmène derrière un haut miroir, pendu dans son cadre d'acajou au mur de sa chambre. Ce miroir devient une porte ouverte, qu'elle franchit, pour parvenir à une longue allée de peupliers menant tout droit à une petite maison. La porte en est ouverte. Elle entre et se trouve devant un escalier qu'elle monte. Elle ne rencontre personne. La voilà devant une table sur laquelle il y a une petite carte blanche. Quand elle la prend, pour y lire le nom, elle s'éveille. Ce rêve lui fait une si forte impression qu'elle se lève pour pousser le miroir sur le côté. Elle trouve bien le mur, mais pas de porte. Prise d'un inexplicable sentiment de solitude, elle se rend, le matin même, dans la chambre de sa mère, comme s'il était possible de retourner dans ce lit, là d'où elle est venue, pour ne plus rien voir. C'est alors que pour la première fois, elle a la vision de l'homme jasmin. Immense consolation. Alors c'est intéressant parce que il y a comme un nom qui manque, quelque chose de non écrit, qu'elle va s'ingénier à décrire, elle. Elle va écrire le nom justement qui manque sur cette carte. Et alors elle va y mettre des initiales, des cryptogrammes, des monogrammes, des hypogrammes, des lettres, en tout cas comme HM ou HB. HM renvoie donc à Henri Michaud, HB à Hans Bellmer, et c'est sur l'identité de ces initiales qu'elle va au fond créer toute une série de rêves et toute une série d'évocations qui vont lui permettre de décrire un peu mieux, au fond, l'homme jasmin. Mais qui est l'homme jasmin ? Reprenant son souffle, elle s'assoit en face de lui et le regarde. Il est paralysé. Quel bonheur ! Jamais il ne quittera le fauteuil qu'il occupe dans son jardin, où même en hiver, le jasmin fleurit. Cet homme devient pour elle l'image de l'amour. Plus beau que tous ceux qu'elle a jamais vus. Ces yeux-là sont bleus. Alors elle imagine qu'il a des yeux bleus, comme ceux d'Hans Bellmer. Hans Bellmer aussi était paralysé à la fin de sa vie. On peut penser qu'il est là comme homme jasmin paralysé dès le début du roman. Et elle conclut, elle se marie avec lui. Elle se marie. Le plus beau, c'est que personne n'en sait rien. Le plus beau, c'est que personne n'en sait rien. Et c'est son premier, son plus grand secret.
en fait, tout le texte de L'Homme Jasmin est parcouru de ces apparitions de figures masculines, l'homme jasmin, l'homme blanc, HB, HM, qui sont assez énigmatiques, qui restent assez énigmatiques. Énigme, secret, oui, effectivement. Chaque sigle renvoie à des expériences. Par exemple, HM, Hôtel Minerva. Sans doute que l'hôtel Minerva était un des lieux où Unica a dû se réfugier au cours de sa vie. Henri Michaud, mais aussi Herman Melville. Au fond, c'est la capacité de faire jaillir ces coïncidences qui fait tout l'aspect poétique de ce livre qui est écrit comme un rêve. Et à cet égard, d'une certaine façon, L'Homme Jasmin évoque le livre de Jensen qui a beaucoup intéressé Freud, qui s'appelle Gradiva. Bien, Unica, au fond, d'une certaine façon, elle est un peu comme Norbert. Elle est à la recherche de sa Gradiva, mais sa Gradiva s'appelle l'Homme Jasmin. D'une certaine façon, l'Homme Jasmin, c'est justement ce père imaginaire, ce père fantasmé, ce père qui vient la protéger, comme l'aigle blanc qui l'entoure de ses grandes ailes, de son enfance, et avec lequel elle s'est mariée à l'âge de 6 ans, comme elle le dit au début de son texte, et au fond, qu'elle va chercher à retrouver dans ses expériences amoureuses, dans ses expériences poétiques, et en particulier auprès de Henri Michaud. Carte postale datée du 25 septembre 1964. Couleurs et lumières de France, Paris, la basilique du Sacré-Cœur, vue de la rue du Chevalier de la Barre. À gauche du timbre, un autre timbre dessiné par Unica Zurn. Monsieur, Dr G. Ferdière, 3 rue du Dôme, Paris 16e, expéditeur Unica Zurn, Hôtel Joly, 29 rue Jacob, Paris 6e. Cher docteur, je suis aux Places Monge pour boire un café crème, le 3e depuis le matin. J'ai vu une amie infirmière, Luce Barbier, qui m'a bien soignée dans l'époque malheureuse. Je lui donnai une héliogravure, un petit dessin comme souvenir. Amitié, Unica. Pour cerner l'œuvre graphique d'Unica Zurn, Martine Lussardi, on pourrait dire qu'elle se situe entre l'art brut et le surréalisme, et en même temps, elle ne relève à proprement parler ni de l'un ni de l'autre. Unica Zurn, elle est dans la collection Neuve Invention à Lausanne. Alors on sait que cette collection, qui était collection annexe, a été générée par Dubuffet au départ lorsqu'il s'est intéressé à l'art brut, surtout aux productions asilaires, c'est-à-dire tous les dessins, les créations qui ont été faites en milieu hospitalier et généralement par des schizophrènes, en plus grande partie. Il s'est intéressé à la création là où on ne l'attend pas. Alors Unica Zurn, parce que justement elle a fait beaucoup de séjours en milieu hospitalier, notamment à Sainte-Anne, on la classe dans l'art brut. Et quand on regarde ses dessins, puis quand on la lit, on se rend compte que on peut pas, c'est pas possible. C'est un peu comme Artaud, on va pas dire qu'Artaud est un artiste d'art brut. Parce que, probablement parce que Unica Zurn et Artaud avaient une culture, il y avait un capital culturel très fort. Ils évoluaient dans des milieux artistiques. Unica Zurn, quand elle est arrivée en France en suivant Bellemare, elle a commencé à fréquenter Bronner, Max Ernst, tout le milieu surréaliste. Donc elle était dans ce milieu-là, mais aussi elle venait d'un milieu bourgeois et elle avait elle-même une culture assez forte dont elle était empreinte.
Auf der Insel Sylalilla, dort im Märchenland. C'était, comme je crois, une des dernières fois où on voyait réunis tous les personnalités du surréalisme de l'époque, une fois encore. C'est une soirée, et Unica, que j'avais déjà aperçue avec Belle-Mère, était là, et donc on avait le temps de s'approcher et de parler ensemble. Elle était toujours, en général, silencieuse, mais très connue et vénérée par certaines personnes, par le surréalisme. Quelqu'un comme Michel Léris, Mandiag, l'ont toujours beaucoup estimée, bien qu'elle s'est manifestée en retraite. Alors leur rencontre a été décisive, je veux dire, entre elle et moi à ce moment-là. Et puis nous parlions évidemment la même langue, et ça délie autre chose, éventuellement. Je parlais donc sa langue, et nous parlions allemand. Quand je suis allée voir ensuite ses expositions, ses œuvres, parce qu'elle a exposé par la suite elle-même, je trouvais dans son œuvre des mêmes effrois, les mêmes difficultés d'assimilation par lesquelles j'avais passé moi-même. C'est-à-dire le départ d'une culture pour rencontrer une autre culture. On avait un plan où on se trouvait presque magiquement. Warum bin ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ce génie, Martine Lussardi, avait été reconnue par les surréalistes parce qu'elle a quand même exposé de son vivant, peu, mais elle a quand même exposé de son vivant, et notamment à l'occasion de l'exposition internationale du surréalisme. Elle a exposé avec les surréalistes. Alors, elle fréquentait les milieux surréalistes. Elle était, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était l'égérie des surréalistes, mais elle était reconnue par eux, par ses écrits et aussi par ses dessins. Et elle a bénéficié de l'environnement de Hans Bellmer, c'est sûr, mais je pense que eux étaient attirés, en tout cas pour l'écriture, parce que peu de surréalistes manient aussi bien le dessin que l'écriture. Mais elle avait naturellement, elle avait accès à ces zones du psychisme naturellement, et les surréalistes n'y arrivaient pas naturellement. L'écriture automatique, c'était pas quelque chose de spontané, c'était quelque chose d'artificiel, de fabriqué. C'est très difficile de savoir, parce que elle ne raconte pas ça. Elle ne raconte pas ces anecdotes. Elle raconte une sorte d'atmosphère, mais après on serait incapable de dire ce que les autres pensaient d'elle. Elle ne raconte jamais un dialogue. Donc on ne sait jamais la part d'imagination et la part de réel dans ces récits. Mais on imagine comment les surréalistes ont été subjugués par elle. C'était un personnage, je veux dire, hors du commun. C'était un personnage, en même temps, assez aussi tragique, qui devait traverser leur milieu comme ça. C'était pas une apparition, mais presque. Unica Zurn a écrit Jean-François Rabin, mais elle a, j'allais dire surtout, en tout cas elle a aussi beaucoup dessiné, elle a laissé une œuvre graphique extrêmement importante, et on peut d'ailleurs probablement de façon intéressante éclairer l'une par l'autre, puisque on retrouve finalement dans ses dessins ces hallucinations corporelles qu'on peut lire dans l'homme Jasmin. On y voit des corps morcelés, des corps éclatés, des corps en transformation également. Oui, on voit surtout des yeux. Il y a toute une thématique du regard, et donc du double, à travers justement ces yeux qui sont répétitifs et qui sont tellement impressionnants dans ces dessins, car ils fixent, un peu comme d'ailleurs fixe aussi Bellmer dans certains de ses dessins lui-même. Voilà, en voilà un effectivement, où nous voyons toute cette avalanche de bouches aussi d'ailleurs, de trous, de vides,
de bouche qui aspire et d'œil qui regarde et qui persécute. Alors là, on est sous l'influence, effectivement, de ce double qui accompagne Unica. Et dans un certain sens, on pourrait parler presque là d'une relation érotomane à l'objet. Car au fond, on assiste au développement d'une véritable érotomanie dans le sens où il y a cette illusion d'être aimé par une figure, la figure d'un double, qui accompagne le sujet et puis qui en même temps l'écrase d'une certaine façon. Le lendemain, elle commence à dessiner sous sa dictée. Il l'informe de sa présence chez elle par des cognements répétés. Cette fois, ce n'est pas un ping qu'elle entend, mais les coups sourds et secs d'un homme qui, de nouveau, lui impose sa volonté. L'hypnose à distance a recommencé. Le travail à deux devient d'une grande beauté. Elle est devenue médium, le seul état digne d'elle. Quand elle hésite à dessiner un nouveau trait, elle peut être certaine qu'il va, par un nouveau signal, l'aider à continuer. On peut peut-être prendre quelques exemples d'ailleurs de cette œuvre graphique dont on a parlé, mais en prenant, je ne sais pas, dans les... D'abord, il y a beaucoup d'encre de Chine. Hein. Il n'y a pratiquement pas de peinture à proprement parler. Très peu. Elle a commencé la peinture. Au début, c'est Hans Bellmer qui lui a montré comment on utilisait l'huile, comment on préparait une toile. Et puis après, la plume, pourquoi elle a préféré les dessins à l'encre ? Probablement parce que ça lui correspondait beaucoup mieux. Elle expliquait qu'elle partait à partir d'un point central, souvent un œil, une première forme, et à partir de cette forme naissaient d'autres formes. Alors, il ne faut pas penser qu'elle était dans un état second de la conscience et qu'elle ne maîtrisait pas. Elle était entre les deux. Mais en même temps, elle contrôle et elle maîtrise. Elle sait ce qu'elle fait. Et ses dessins sont très élaborés. Depuis toujours, obsédée par les visages, elle dessine des visages. Après un premier moment où la plume nage en hésitant sur le papier blanc, elle découvre la place dévolue au premier œil. Ce n'est que lorsqu'on la regarde du fond du papier qu'elle commence à s'orienter et que, sans peine, un motif s'ajoute à l'autre. Ainsi, elle dessine la famille qu'elle n'a jamais eue et se laisse adopter par elle. Une famille silencieuse, une famille patiente avec un petit sourire tendre au coin des lèvres et des yeux de chat. Elle a une grande production dans les années 60 et puis après, certains, soit ça a disparu, soit elle avait des périodes où elle créait moins, puis quand elle était à l'hôpital, elle créait pas. Mais il y a des dessins qui paraissent en même très faciles quand on voit les dessins des années 60 qui représentent des personnages un peu hybrides, c'est des femmes avec des couronnes de queues de serpent, des sortes de becs d'animaux, c'est-à-dire il y a un mélange d'animal et d'être humain. On voit en même temps vraiment que l'être humain est double, qu'il est vraiment humain et puis qu'il y a cette part d'animal auquel il a renoncé. Mais en même temps, il y a cette nostalgie-là, parce qu'on vient de ça et que si on veut remonter aux origines, à notre vérité la plus ancienne, on touche à l'animal aussi. C'est une œuvre en même temps très féminine. Quand on regarde l'œuvre d'Unica Zurn, on sait tout de suite que c'est pas un homme qui l'a faite, que c'est une femme. Donc il y a quelque chose quand même d'enveloppant, même si c'est dangereux, il y a quelque chose qui veut pas vous détruire quand on le regarde. Alors d'autres dessins sont totalement abstraits. Ce sont plutôt des touches de couleurs. On a l'impression de bombardement cosmique. Voilà, c'est... D'autant plus qu'il y a une très très grande finesse de trait et qu'on a parfois le sentiment de vue microscopique. Enfin, on entre dans des univers, dans des détails. C'est comme une sorte de toile d'araignée, quelque chose de fin. Oui, c'est une sorte de dentelle. Oui, dentelle. Tout est
fragmenté, puis à l'intérieur du fragment, il y a encore d'autres fragments, puis d'autres fragments. On sent que la recherche est sans fin. Là, on pourrait reconnaître presque une démarche scientifique, mais en même temps, c'est poétique. Ça serait peut-être la rencontre de la poésie et de la science. C'est comme si elle avait franchi, un peu comme Alice, elle franchit, mais elle retourne pas vers l'enfance. Elle retourne vers un autre monde que l'on se doit de quitter. Traverse le miroir. D'ailleurs, c'est le début de l'homme jasmin. Hein, c'est ça, le rêve d'ouverture. Ouais. Elle traverse vraiment le miroir, mais c'est le miroir plutôt de l'humanité. Quand passé l'an, fleurit le jasmin, fleurit passé l'an le jasmin. Quand l'automne a passé l'an, aime donc, oui. Passé l'hiver, passé l'an que chacun ranime son année, ce merveilleux sang, H.M. Jubilation conjure la fureur de l'an chez le Seigneur qui dans un an sera H.M. Jubile quand il fleurit. Oui, frère, oui, H.M. Quand sa glace et son sang soufflent, tout brûle. Oui, oui, monsieur M. Quand passé l'an fleurit le jasmin, fleurit passé l'an le jasmin. Si tu vis passé l'an, oui, H.M. Quand passé l'an, il erre dans la brume, malheur, mon cœur se serre, oui. 9 ans qui passent, frère, H.M., oui. Aimes-tu le couteau dans le sang? Oui, H. Cours, année, tisse-nous l'horloge du prix de la vie, oui. H.M., qui? Lis-nous mourant dans la paix. Vis donc, H.M., oui, qui doit attendre 9 ans? Chacun de nous reste H. Unica, elle pouvait être effectivement très, très prostrée. Catherine Binet. Et nous faisait peur, enfin me faisait peur à moi d'être en train de la regarder, puisqu'on avait l'impression qu'elle souffrait, on n'avait pas envie de la voir dans cet état de silence. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans cet hôpital qui était un château, d'ailleurs, où elle était bien, à Chaille. Et elle était dans cet état de gaieté et de drôlerie où je l'avais déjà vue. Et je porte le même nom que sa fille, Catherine. Et elle m'avait dit, écoute, je t'invite à déjeuner avec moi et on va faire croire à tous les malades que tu es ma fille. C'était une blague comme ça, c'était gentil. Elle m'avait présenté à tout le monde en disant ma fille qui est venue me voir. Enfin, elle s'occupait beaucoup elle était très curieuse des autres gens. Et elle se démunissait même des cadeaux qu'on lui donnait pour les donner aux autres. Elle avait un besoin de se faire aimer. Quand j'étais allée la voir à Maison-Blanche, elle allait vraiment pas bien. Elle parlait en pleurant. Et elle disait des choses des choses cruelles. Elle pleurait comme sans pouvoir s'arrêter. Et si on peut appeler ça un délire, elle délirait d'une manière extraordinairement calme et claire. J'étais retournée la voir ensuite et je lui avais donné un livre de mon enfance. Je crois même que c'était l'exemplaire de mon enfance. Des contes d'Andersen qui s'appelait Ib et Christine. Et une fleur blanche, j'aime beaucoup les lys, vous en voyez là, qui pendouillent. Et pour moi, ce sont des fleurs joyeuses parce qu'elles sentent bon. Et Unica m'avait dit, tu viens avec une fleur de mort. Vous savez, c'est très étrange. Nerval a laissé un mot la nuit où il s'est pendu. Il a mis une note. La nuit sera noire ou blanche. Obsession de la pureté, du rencontre avec l'homme blanc, la couleur blanche. La couleur blanche fait figure d'absolu dans l'univers d'Unica. Est-ce que 2 étages, c'est assez haut pour se tuer? Faut-il qu'elle sorte furtivement de sa chambre et qu'elle monte au grenier? Peut-être est-il plus sûr de se jeter du grenier? Terrible complication. Mais elle n'a pas le courage de quitter sa chambre.
Quelqu'un pourrait la rencontrer dans la maison. Elle voudrait paraître belle quand elle sera morte. Elle voudrait qu'on l'admirât. Jamais on n'a vu un plus bel enfant dans la mort. Maintenant, il fait presque noir dans la chambre. Seule la lumière lointaine d'un réverbère brille faiblement dans la fenêtre. À présent, ça lui est égal de mourir en terre étrangère ou bien dans son jardin. Elle monte sur le rebord de la fenêtre, se tient au crochet du volet et regarde encore une fois dans le miroir son image pareille à une ombre. Elle se trouve ravissante et une pointe de regret se mêle à sa décision. « C'est fini », dit-elle à voix basse. Elle se sent déjà morte avant que ses pieds ne quittent le rebord de la fenêtre. Elle tombe sur la tête et se brise le cou. Son petit corps gît, étrangement tordu, dans l'herbe. Le premier à la trouver est le chien. Il glisse la tête entre ses jambes et commence à la lécher. Et comme elle ne bouge même pas, il se met à gémir doucement et se couche dans l'herbe à côté d'elle. Le 18 octobre 1970, Unique Azurne se jette par la fenêtre de l'appartement où elle avait vécu avec son compagnon Hans Bellmer. Une vie, une œuvre, Unique Azurne, avec Ruth Henry, amie, confidente et traductrice d'Unique Azurne, Martine Lussardi, directrice de la Halle Saint-Pierre, commissaire de l'exposition Unique Azurne présentée à la Halle Saint-Pierre de septembre 2006 à mars 2007, et Jean-François Rabin, psychiatre, psychanalyste, auteur de plusieurs articles consacrés à Unique Azurne, dont Sublimation et identification croisée, les jeux à deux de Hans Bellmer et Unique Azurne, paru dans la Revue française de psychanalyse. Et avec la voix de Catherine Binet. L'homme jasmin d'Unique Azurne est publié dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, Sombre printemps dans la collection Motifs au serpent à plumes, et les lettres de Hans Bellmer et Unique Azurne au docteur Ferdière sont publiées aux éditions Séguier. Texte lu par Dominique Blanc, Sophie Bourrel et Éric Viellard, Archivina Martine Auger, prise de son Olivier Leroux, mixage Jean-Richard Dufour, réalisation Dominique Costa, une émission de Catherine Pont-Humbert.